La légalité de l'impôt, premièrement, c'est un principe qui a deux sources. D'une part, il est énoncé à l'article 34 de la Constitution, qui prévoit qu'il appartient à la loi de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, nous l'avons vu. Et d'autre part, il résulte de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que les citoyens consentent par eux-mêmes ou par leurs représentants, à travers la loi, la contribution publique et sa nécessité en particulier. Le principe de la légalité de l'impôt revêt deux significations. Premièrement, il implique qu'il appartient au législateur et à lui seul de fixer les règles en matière fiscale. Et compte tenu du partage de compétences qui résulte des articles 34 et 37 de la Constitution, eh bien, le législateur fixe les règles concernant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de l'impôt, tandis que le pouvoir réglementaire édicte les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces règles. Deuxièmement, le principe de l'égalité implique que le législateur ne reste pas en deçà de sa compétence. En d'autres termes, il ne doit pas renoncer à exercer sa compétence, il ne doit pas laisser le pouvoir réglementaire édicter des normes qu'il revient à la loi de fixer. Le législateur ne doit pas abandonner au pouvoir discrétionnaire du gouvernement la fixation des règles, que ce soit en n'intervenant pas du tout ou en intervenant que de façon partielle, en restant trop général dans la règle qu'il énonce. Et s'il n'épuise pas la compétence qu'il tient de la Constitution, eh bien, le législateur commet une incompétence négative. Le principe de l'égalité de l'impôt possède un champ d'application étendu. Il concerne tous les impôts, y compris notamment les impôts locaux. C'est à la loi qu'il revient de les autoriser, qu'il revient d'en fixer les règles, même si une grande latitude peut être laissée par le législateur lui-même aux collectivités territoriales dans la fixation des taux de certaines impositions. Il convient toutefois de remarquer que ce principe connaît une limite réelle en raison de la protection que nous évoquions tout à l'heure, qui est accordée aux contribuables contre les changements de doctrine administrative. Le mécanisme prévu par le livre des procédures fiscales de garantie contre les changements de doctrine a pour effet, en effet, de faire primer, dans certaines hypothèses, l'interprétation de la loi retenue par l'administration fiscale sur l'intention du législateur lui-même. Deuxième grand principe de valeur constitutionnelle qui marque le droit fiscal français, c'est le principe d'égalité devant l'impôt. Le principe d'égalité est en matière fiscale, comme dans d'autres domaines, un principe essentiel, mais il présente ici un certain nombre de particularités remarquables parce que, en droit fiscal, le principe d'égalité n'est pas unique, mais multiple, et certains auteurs n'hésitent pas, du reste, à parler des principes d'égalité en matière fiscale. Effectivement, outre le principe d'égalité devant la loi, s'applique le principe de l'égalité devant l'impôt et le principe de l'égalité devant les charges publiques. Et cet ensemble de principes ont leur source dans l'article 1er de la Constitution, qui garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui affirme que la loi doit être la même pour tous, et encore l'article 13 de cette déclaration, selon lequel, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Compte tenu de cette multiplicité des facettes du principe d'égalité, ce principe constitutionnel d'égalité en matière fiscale recouvre d'une part des exigences classiques et d'autre part certaines règles particulières. J'insiste sur un point, j'ouvre une parenthèse pour dire que les développements récents de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, depuis ou à la suite de la réforme de la Constitution intervenue au mois de juillet 2008, cette question prioritaire de constitutionnalité montre l'importance du principe d'égalité, puisque bon nombre de décisions du Conseil constitutionnel à cette occasion ont été rendues sur des saisines dirigées contre des dispositions fiscales contenues dans la loi, et souvent, de façon majoritaire, très majoritaire, au regard de l'une des facettes, ou de plusieurs des facettes de ce principe d'égalité devant l'impôt. Alors je le disais, compte tenu de cette multiplicité, le principe constitutionnel d'égalité recouvre des exigences classiques
et certaines règles particulières. C'est en premier lieu le principe d'égalité devant la loi. Ce principe, sa portée générale se retrouve également dans le domaine fiscal. Il n'implique pas une identité de traitement de tous, mais selon la formule désormais classique du Conseil constitutionnel, il ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qu'il établit. Par conséquent, lorsque des contribuables sont placés dans des situations identiques, ils doivent se voir appliquer des règles semblables et non pas différentes. En revanche, s'agissant de personnes qui se trouvent dans des situations différentes, eh bien, des règles différentes peuvent être appliquées. Par exemple, la loi peut traiter différemment les concubins d'un côté et les personnes mariées de l'autre. Et des différences de traitement peuvent également être justifiées, non pas par une situation différente, mais simplement par l'intérêt général, à condition qu'il y ait un lien direct et nécessaire entre cette différence de traitement et l'intérêt général, et elles sont assez largement admises en matière fiscale. Quand elles sont fixées, ces différences de traitement doivent toutes être en rapport avec l'objet de la loi qui les établit. Par exemple, les différences de traitement fiscal entre entreprises opérées par une loi qui élargit l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de-France sont en rapport avec le but de la loi, qui est de corriger les déséquilibres dans cette région en matière de logement social, de transport collectif et d'infrastructures de transport. A l'inverse, une différence de règles fiscales instituée entre donations passées devant notaire et autres donations n'est pas justifiée par l'objet de la loi, qui était de favoriser la transmission des patrimoines du vivant de leurs détenteurs. Le principe d'égalité en matière fiscale revêt en second lieu une portée spéciale, en raison de l'existence des principes d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant l'impôt, qui s'ajoute ici au principe général d'égalité devant la loi. Compte tenu de ces principes, les différences de traitement en matière fiscale doivent respecter certaines exigences particulières pour être admises du point de vue constitutionnel. Le législateur qui instaure des différences de traitement doit s'appuyer sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il se propose d'atteindre. Autrement dit, il doit y avoir une corrélation suffisante entre les moyens utilisés et le but particulier poursuivi. Lorsqu'il est saisi, le Conseil constitutionnel va contrôler la rationalité des choix du législateur au regard de sa logique de différenciation qui peut apparaître dans l'exposé des motifs de la loi. Autre exigence à respecter par le législateur, les différences de traitement ne doivent pas entraîner une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques, qui exige que la répartition de la charge de l'impôt s'opère en raison des facultés des contribuables. Et puis encore, le législateur doit respecter l'exigence d'une nécessaire progressivité de l'imposition globale du revenu des personnes physiques. La loi ne doit pas méconnaître cette exigence, notamment lorsqu'elle prévoit des différences de traitement. Cependant, il est difficile, il est vrai, de connaître précisément le seuil à partir duquel la réduction de la progressivité de l'impôt sur le revenu causée par une différence de traitement est contraire à cette exigence constitutionnelle. Nous en venons à présent à ce dernier principe fondamental de valeur constitutionnelle en matière fiscale, qu'est l'annualité de l'impôt. Le principe d'annualité de l'impôt est un corollaire du principe du consentement à l'impôt, et il découle directement du principe budgétaire d'annualité, donc principe budgétaire que nous avons vu dans le cours de finances publiques. L'annualité de l'impôt implique que la perception de l'impôt soit autorisée chaque année pour une durée de 1 an. Au terme de ce principe, le Parlement doit donc délivrer tous les ans une autorisation de perception de l'impôt. Et c'est ce qu'exprime bien traditionnellement l'article 1er de la loi de finances de l'année. On trouve dans la loi de finances de l'année cette formule traditionnelle, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année concernée, conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. En définitive, les textes fiscaux demeurent donc valides d'une année sur l'autre, mais la perception des impôts qu'ils régissent n'est régulière que si elle est autorisée chaque année. Ce deuxième enregistrement est consacré au thème de l'assiette de l'impôt qui désigne à la fois l'ensemble des opérations administratives
ayant pour but de rechercher et d'évaluer la matière imposable et la matière imposable elle-même. Et c'est essentiellement en ce sens, donc dans la deuxième acception, que nous allons employer le terme d'assiette de l'impôt ici, donc comme synonyme de matière imposable. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt, le législateur fiscal doit effectuer plusieurs choix essentiels. D'une part, il s'agit de déterminer la matière imposable, et d'autre part, se pose de façon traditionnelle la question du choix entre impôt direct et impôt indirect. Enfin, il s'agit de choisir entre un impôt qui tient compte uniquement de l'assiette retenue et un impôt qui prendrait également en considération d'autres éléments, c'est-à-dire finalement d'autres éléments afférents à la situation personnelle du contribuable. Voyons d'abord un premier choix fondamental à travers une première section, le choix de l'impôt sur le capital, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la dépense. Ce sont des possibilités qui s'offrent aux législateurs, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. On peut les combiner, on peut aussi parfois privilégier l'une par rapport aux autres. L'impôt est toujours un prélèvement opéré sur la richesse. Or, la richesse peut prendre des formes économiques assez variées. On peut donc choisir d'imposer la richesse sous une forme plutôt que sous une autre. Il est possible de taxer la richesse au moment où elle pénètre dans le patrimoine du contribuable. C'est l'imposition du revenu. On peut aussi imposer la richesse quand elle est constituée et consolidée dans le patrimoine du contribuable. C'est alors l'imposition du patrimoine ou du capital. Et l'on peut aussi imposer la richesse au moment où elle sort du patrimoine du contribuable et où elle se manifeste sous la forme de dépenses de consommation. C'est l'impôt sur la dépense, impôt sur la consommation. Quand il souhaite instituer un impôt, je le disais, le législateur fiscal peut donc choisir parmi ces trois formes d'imposition de la richesse, et ce choix va être guidé notamment par les grandes caractéristiques, mais aussi les conséquences techniques et économiques de chacune de ces catégories d'impôts que nous allons identifier à présent. D'abord, l'imposition sur le patrimoine. L'imposition du patrimoine peut prendre fondamentalement deux formes. Il peut s'agir d'une imposition de la détention du patrimoine ou d'une imposition du patrimoine au moment de sa transmission. L'impôt sur la détention du patrimoine peut d'abord prendre la forme d'un impôt permanent sur la détention du patrimoine. Ce type d'impôt assis sur le patrimoine présente théoriquement un tarif modéré afin qu'il puisse être payé par le contribuable au moyen du revenu dont il dispose. Autrement dit, il s'agit ici d'imposer le capital pour atteindre le revenu. Par exemple, un individu possède un capital de 1 million d'euros qui produit un revenu de 100 000 euros par an. Si l'on souhaite qu'un tel individu verse un impôt de 10 000 euros, deux procédés sont possibles. On peut imposer son revenu, on peut donc l'imposer sur le revenu au taux de 10%. On peut aussi choisir de l'imposer à raison de la détention du capital. Dans ce cas, un impôt sur la détention du capital au taux de 1% suffit à obtenir les 10 000 euros recherchés. Dans les deux cas, le montant prélevé sur le contribuable est le même. La différence réside dans l'assiette de l'impôt que l'on aura préféré, que l'on aura choisi. Cette forme d'imposition pratiquée notamment en France, nous le verrons un peu plus loin dans d'autres enregistrements, présente plusieurs avantages. Et premièrement, c'est une imposition qui, du point de vue de la justice fiscale, introduit une discrimination fiscale jugée légitime entre d'un côté les revenus du travail et de l'autre ceux du capital dont on dit qu'ils sont acquis en dormant. La discrimination vient de ce que les revenus du travail ne sont imposés qu'une fois, tandis que les éventuels revenus du capital sont frappés deux fois par l'impôt. D'abord, par l'imposition effective des revenus que produit ce capital, ensuite à travers l'imposition
de la détention du capital. Deuxièmement, l'impôt permanent sur la détention du capital présente plusieurs avantages économiques. Nous avons vu l'avantage en termes de justice fiscale, mais il y a aussi un avantage sur le plan économique. En effet, cette imposition du patrimoine va inciter les détenteurs de patrimoine à affecter leur richesse à des fins productives dans le but de pouvoir payer l'impôt grâce aux revenus que générera l'usage qu'ils feront de leur capital. Et parallèlement, l'impôt permanent sur la détention du capital atténue certains effets néfastes de l'imposition des revenus, c'est-à-dire les effets dissuasifs de cette imposition. En effet, en réaction à l'imposition de leurs revenus, les agents peuvent choisir de réduire leur activité plutôt que d'avoir une activité plus soutenue et de voir le surplus de leurs revenus prélevé par le fisc. Or, comme on vient de le voir, l'imposition permanente du capital, au contraire, incite les détenteurs de capital à se procurer davantage de revenus, donc elle aura pour effet d'accroître les recettes retirées au total de l'impôt sur le revenu. Troisième avantage qu'il convient de mentionner, s'agissant de cette imposition sur la détention, cette imposition permanente sur la détention du capital, c'est un avantage technique. C'est-à-dire que l'administration fiscale devra recenser le patrimoine du contribuable, ce qui servira aussi son contrôle des déclarations de revenus. Voilà pour les avantages. Il faut naturellement prendre en considération aussi un certain nombre de limites, un certain nombre d'inconvénients qui naissent de cette imposition sur la détention permanente du capital, qui peuvent faire hésiter un législateur à s'engager dans cette direction. D'une part, le recensement des biens est nécessaire, comme on vient de l'évoquer. Or, il s'agit d'une opération qui est difficile à réaliser pour certains biens, comme l'or, comme les bijoux, par exemple. Et d'autre part, l'évaluation des biens peut être délicate. Il y a des biens qui se prêtent difficilement à une évaluation ou dont l'évaluation est très fluctuante. Enfin, un tel impôt peut aussi inciter à l'évasion fiscale et s'avérer finalement assez peu profitable à l'État qui y a recours. Autre forme d'imposition sur la détention du patrimoine, c'est l'impôt exceptionnel. Cette fois-ci non pas permanent, mais exceptionnel sur la détention du patrimoine. L'impôt exceptionnel sur la détention du patrimoine n'est pas très fréquent, mais au fond son nom l'indique, et un État va y avoir recours en général quand il est en prise avec des difficultés financières insurmontables. Ça a été le cas par exemple en Europe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi qu'en 1945 avait été institué en France un impôt de solidarité qui prenait la forme d'une imposition exceptionnelle sur la détention du capital. Et cet impôt, plus généralement, c'est un impôt qui a pour assiette la détention du patrimoine et qui n'est pas acquitté par le contribuable grâce à ses revenus, ni même éventuellement grâce aux revenus que lui aurait procuré son patrimoine. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les taux d'imposition ici sont beaucoup plus élevés que dans la forme d'imposition du patrimoine que nous avons évoquée juste antérieurement, précédemment. Pour payer l'impôt, le contribuable est en réalité conduit à vendre une partie de son capital. En d'autres termes, cet impôt qui a pour assiette le capital est aussi prélevé sur le capital. On mesure bien donc la différence ici avec l'imposition précédente sur le patrimoine que nous évoquions à l'instant, dans laquelle finalement on impose le patrimoine mais pour atteindre les revenus. Ce type d'imposition, on le comprend bien, doit rester exceptionnel, intervenir à des intervalles éloignés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour que le capital puisse se reconstituer. À défaut, si l'on maintenait cette forme d'imposition de façon trop permanente, eh bien, la base imposable finirait par être épuisée finalement. Le patrimoine aurait été intégralement cédé par les contribuables pour faire face au poids de l'impôt. Selon une majorité d'économistes, c'est un impôt qui doit surtout être utilisé en temps de crise
particulièrement en période inflationniste. Il s'agit en tout état de cause d'un mode d'imposition donc, qui présente un avantage, mais aussi, on le mesure rapidement, un certain nombre de faiblesses. Et pour rester sur le point de vue économique qu'on évoquait à l'instant, la ponction qui s'opère sur les particuliers se fait au détriment des entreprises qui auraient pu bénéficier des investissements des particuliers détenteurs de patrimoine. Donc on peut mesurer cette limite de cette forme d'imposition. Il est vrai cependant que si l'État emploie le produit de ce type d'impôt à des fins d'interventionnisme économique, la critique peut être écartée. Une autre réserve va tenir au fait que cet impôt exceptionnel, s'il permet de procurer des recettes immédiates à l'État, compromet aussi le rendement des rentrées futures, compte tenu de la diminution du capital du contribuable qu'il a pour conséquence de produire, d'entraîner. Et puis on peut ajouter que ce type d'impôt est de nature à susciter de nombreuses ventes d'éléments de patrimoine et donc une offre inhabituellement élevée de certains biens. Et donc l'offre risque d'être plus élevée que la demande. Les éléments en question, les éléments de patrimoine, vont s'échanger à des prix plus faibles. Et globalement, c'est même la valeur d'ensemble des patrimoines qui peut être évaluée à la baisse, si bien que même du point de vue du Trésor, l'intérêt en serait relativement atténué. Bref, on le voit, il y a là un ensemble d'inconvénients qui montrent bien que ce type d'impôt ne doit être employé que dans des circonstances bien déterminées, si l'on veut que ses effets soient pour l'essentiel positifs. À côté de l'imposition du patrimoine qui prend la forme d'une imposition sur la détention, il existe une autre forme à mentionner ici, c'est l'imposition sur la transmission du patrimoine. L'impôt sur la transmission du patrimoine présente habituellement un taux assez élevé et se solde donc par une certaine amputation du capital. Cependant, il s'agit d'une imposition occasionnelle. Donc le patrimoine a toute latitude, si l'on peut dire, pour se reconstituer entre deux impositions. Cette forme d'impôt peut frapper différentes catégories d'opérations qui portent sur le patrimoine. On distinguera ici d'un côté l'imposition des mutations à titre gratuit et de l'autre l'imposition des mutations à titre onéreux. L'imposition des mutations à titre gratuit, c'est la forme la plus usuelle, peut-être la plus connue, aussi la plus visible peut-être, du point de vue des particuliers en tout cas, de l'impôt sur la transmission du patrimoine. C'est pour le dire clairement l'impôt qui frappe les successions, l'impôt qui frappe les donations. C'est donc une imposition relativement connue, c'est d'ailleurs aussi une imposition relativement controversée, bien qu'elle présente un certain nombre d'avantages. L'imposition des mutations à titre gratuit permet une personnalisation de l'impôt, parce qu'il va être éventuellement tenu compte de la situation personnelle des héritiers, des liens existants entre le défunt et les héritiers ou légataires, ou bien des liens entre le donateur et le ou les donataires. En tout cas, tout cela est possible pour le législateur qui souhaite retenir cette forme d'imposition. Et puis, cette forme d'impôt ne présente pas le risque d'aboutir à la destruction du capital du contribuable, parce qu'elle intervient précisément à un moment où le contribuable connaît une augmentation de son patrimoine, du fait d'une succession ou d'une donation dont il bénéficie. C'est lui qui acquitte l'impôt à l'occasion d'un héritage, à l'occasion d'une donation. L'imposition des mutations à titre gratuit présente aussi un intérêt du point de vue de la justice fiscale. Là encore, c'est une considération qui ne laisse pas indifférent le législateur. Elle permet en effet de limiter la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que le gouvernement britannique y avait eu recours après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on le voit, toutes ces considérations peuvent encourager à avoir recours à cette forme d'impôt. Il va de soi également que des inconvénients, des limites naissent de ce type d'imposition. Tout d'abord, l'impôt sur les mutations à titre gratuit est un impôt à très faible rendement et dont les mécanismes de perception peuvent sembler, en comparaison, relativement lourds.
Et puis, il faut aussi signaler que lorsque le capital transmis est une entreprise, les héritiers ou les donataires peuvent difficilement vendre une partie du capital pour acquitter l'impôt, ce qui peut mettre en péril la poursuite de l'exploitation. Enfin, pour finir, on considère parfois que ce type d'impôt, mais au fond comme d'autres formes, peut inciter les contribuables âgés à fuir devant l'impôt et donc à pratiquer l'évasion fiscale. Alors, bon, l'évasion fiscale se heurte à un certain nombre de mécanismes institués par la loi, souvent qui viennent en limiter les effets, mais on peut aussi, alors sans pratiquer, sans avoir recours à des comportements illicites, situer son patrimoine sous d'autres cieux, en tout cas aménager sa situation sur le plan international, de telle sorte que finalement, telle donation ou bien telle succession échappera à l'impôt dans un état déterminé, celui que l'on cherche à fuir. Donc on le voit effectivement, face à une pression fiscale peut-être trop élevée de la part de ce type d'imposition, on peut aboutir à cela, mais les États ne sont pas sans ressources pour faire en sorte, disons, que leur souveraineté fiscale ne soit pas aussi facile à fuir, finalement. L'exemple de la France est d'ailleurs assez significatif à cet égard. Je le disais donc, l'impôt sur la transmission du patrimoine, c'est l'imposition des mutations à titre gratuit, c'est aussi l'imposition des mutations à titre onéreux. L'impôt peut frapper diverses mutations à titre onéreux portant sur divers types de biens. Il faut distinguer ici plusieurs hypothèses. En ce qui concerne les mutations qui portent sur des biens immobiliers, ce type d'imposition rencontre des difficultés dans la mesure où seules les ventes publiques peuvent être étroitement contrôlées par l'administration fiscale. En ce qui concerne l'imposition des mutations à titre onéreux portant sur la transmission de valeurs mobilières, il y a là des mutations qui sont plus faciles à recenser parce qu'elles se font en général en bourse. Mais malgré tout, le marché des valeurs mobilières s'accommode assez mal d'un impôt trop lourd parce que c'est un marché qui nécessite une grande fluidité. Et lorsqu'il s'agit de taxer les mutations de valeurs mobilières, eh bien, le taux de l'impôt doit demeurer faible, ce qui peut être un élément, du point de vue des États, un peu dissuasif, dans l'idée de l'établissement de cette forme d'impôt. Et puis, l'imposition des mutations à titre onéreux peut encore frapper les mutations de biens immobiliers. La matière imposable est ici facile à recenser parce que ces mutations donnent lieu à la rédaction d'actes, qu'il est difficile de les soustraire à la vue du fisc, pour le dire en d'autres termes, ou de les soustraire facilement au champ d'application de l'impôt. Il faut néanmoins observer que l'impôt rencontre une limite pratique dans le fait que les personnes qui prennent part à la mutation peuvent chercher tout de même à dissimuler la valeur des biens, autrement dit à dissimuler la valeur réelle des biens, donc à travers une sous-évaluation de leur patrimoine faisant l'objet de la transmission. Et pour terminer, il faut encore mentionner le fait que ce type d'impôt présente aussi le risque, lorsqu'il porte sur des mutations afférentes à des biens immobiliers, le risque de figer le marché de l'immobilier s'il présente des taux trop élevés, encore une fois, cet impôt.